Mais aussi, les textes classiques sont souvent énigmatiques, parfois contradictoires, curieusement organisés. Strauss est le premier à tenter de comprendre le désordre apparent de certaines œuvres, en supposant qu'il cache un ordre plus profond. Les historiens de la philosophie dont nous parlions un peu plus haut avaient surtout au XIXe siècle considéré les contradictions ou le désordre comme résultant d'altérations extérieures du texte. Il avait ainsi eu tendance à pratiquer la thèse, la séparation du corpus de l'auteur des textes qui leur semblaient litigieux. Il avait également tendance à penser que les problèmes textuels pouvaient tenir à l'inattention de l'auteur, et il se permettait en conséquence de modifier parfois les textes. Sans doute, les historiens du XIXe siècle ont-ils fait un travail considérable d'édition des textes classiques, et il faut leur en être extrêmement reconnaissant. Mais aussi, à cause du présupposé plus haut évoqué, ils ont admis que les faiblesses apparentes du texte étaient des faiblesses ou bien de l'éditeur ou bien de l'auteur lui-même. Strauss, lui, suppose que l'auteur savait ce qu'il faisait, au lecteur de juger si cette hypothèse tient la route. Bien des choses aujourd'hui nous empêchent de prendre cette hypothèse au sérieux. Et d'abord, notre propre paresse, jointe aux opinions dont nous avons déjà parlé. Et puis cette opinion si répandue en particulier chez les théoriciens de la littérature ou de l'expression, selon laquelle le langage ou l'écriture emporte le sujet parlant ou écrivant au-delà des significations qu'il vise, au point qu'évoquer un art d'écrire signifie supposer horreur, une prétention imaginaire et paranoïaque à la maîtrise. À ceux qui seraient tentés par une telle objection à la thèse de Strauss, nous pouvons répondre très simplement que les philosophes, et tout particulièrement les plus grands, ne sont pas les premiers venus, et qu'à moins de refuser totalement toute hiérarchie intellectuelle, ce qui serait la négation de toute éducation, on peut supposer au moins hypothétiquement qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Cela nous ramène au problème de la méthode ou de l'attitude de l'historien. Pour comprendre son auteur, il lui faut être capable de critiquer les opinions qui lui viennent spontanément à l'esprit et qui risquent d'ôter toute valeur rationnelle à son travail. Pour comprendre son auteur, il lui faut donc tenter de saisir l'intention de cet auteur, après quoi il sera bien temps de la juger. C'est pourquoi Strauss affirme et répète si fréquemment qu'il faut comprendre un auteur comme il se comprenait lui-même. Prétendre que Platon ou Spinoza ne pouvaient savoir ce qu'ils écrivaient revient à prétendre pouvoir d'emblée les comprendre mieux qu'ils ne sont pas compris eux-mêmes. Ils ne se sont compris eux-mêmes. Assurément, Strauss ne se fait pas de l'idéal de l'objectivité historique une idée facile, et qui niera que cette exigence de comprendre les auteurs du passé tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes soit le point de départ d'une compréhension convenable de leurs œuvres. Certes, ce n'est pas facile, c'est peut-être inaccessible, mais que penser alors de tous ces commentateurs modernes prétendant explicitement ou implicitement y être parvenus? Strauss nous invite d'abord à la modestie de la pensée, à la rigueur scientifique. La seule chose dont nous devions prendre conscience avant toute recherche, c'est que nous ne savons pas. La philosophie, avons-nous dit plus haut, parle souvent autrement. C'est qu'au rebours des discours non philosophiques, elle ne parle pas dogmatiquement, elle cherche. Mais si cela vaut pour toute philosophie, il est clair que tout écrivain philosophe n'utilisera pas l'art d'écrire, ni en toutes circonstances. Surtout, il est clair que l'art d'écrire que Strauss tâche de retrouver a été oublié, justement à cause de la croyance moderne en une harmonie entre la connaissance ou la recherche de la connaissance et la société ou la politique. Autrement dit, c'est à cause d'une modification de la représentation de la philosophie que l'art d'écrire a été oublié. Et cette représentation de la philosophie n'est pas sans relation avec une certaine modification de la représentation de la société avec le développement de l'histoire scientifique au XIXe siècle. Tous les philosophes, s'ils écrivent autrement en tant que philosophes, n'utilisent pas l'art d'écrire. Bref, l'art d'écrire est une espèce du genre de l'écriture philosophique. Cependant, la question se pose de savoir si cette espèce n'est pas la plus significative, la plus importante. Dans cet ouvrage, Strauss envisage la liaison de l'art d'écrire avec la persécution. Il souligne par là combien toutes les sociétés et les sociétés modernes elles-mêmes ne font pas nécessairement bon accueil à la philosophie. Il souligne par là la tension entre le mode de vie philosophique et la vie politique. La politique et la philosophie suivent des chemins divergents. Cela seul conduit à la mise en cause et à l'examen de l'opinion généralement acceptée aujourd'hui selon laquelle la connaissance est fondamentalement bonne pour tout le monde ou que toute vérité est bonne à dire.
et peut-être même, lorsqu'il n'y a pas de persécution, l'écriture la plus convenable aux philosophes, la plus appropriée à la nature de la philosophie, est-elle l'écriture ésotérique? Cela Strauss le laisse entendre à la fin du chapitre 2. La philosophie est fondamentalement éducation, la plus haute éducation, souci de transmettre, non pas tant les résultats de l'enquête philosophique que l'attitude philosophique elle-même. Cette attitude qui est l'attitude sceptique au sens originel du terme, c'est-à-dire l'attitude du chercheur, ne saurait s'accommoder de solutions toutes faites. Elle consiste à chercher en toute indépendance. Elle consiste à faire son propre chemin et l'enseignement de la philosophie ne peut être que la mise à l'épreuve de la capacité de l'élève à suivre cette voie. C'est pourquoi Strauss écrit lui aussi d'une manière qui ne fait pas immédiatement plaisir, qui ne se conforme pas au goût moderne. On ne découvre pas tout de suite ce qu'il veut dire, on ne goûte pas tout de suite son humour de réserve. Il peut très bien passer pour un obscur abstracteur de quintessence, pour un farfouilleur de vieilles choses, pour un type qui a son violon d'Ingres dans le passé le plus poussiéreux, pour un talmudiste d'un autre âge. Mais il est également vrai qu'à le pratiquer beaucoup, non seulement on découvre des choses importantes, mais encore on goûte à beaucoup de bonnes choses. Mais en outre, si l'écriture de la philosophie est effectivement allusive, indicative, elliptique, ce n'est pas seulement du point de vue de son public, c'est aussi à cause de cela même dont il est question. La nature même des choses importantes fait obstacle à la publication de la vérité à leur propos. On ne peut dire la sagesse, on ne peut que l'exercer, la faire. Comme nous l'avons dit plus haut, l'écriture de Strauss nous permet de nous rendre compte de la portée des problèmes en ce qui nous les découvrons par nous-mêmes. Peut-être s'agit-il d'une redécouverte de la philosophie. En tout cas, il s'agit d'une redécouverte de la philosophie classique. En nous permettant de nous défaire de l'opinion selon laquelle il y aurait une harmonie essentielle entre la philosophie et la communauté politique ou le grand nombre, Strauss nous permet de faire une distinction entre les intellectuels et le philosophe ou l'homme qui pense véritablement avec liberté. En effet, l'une des conséquences de la croyance en une harmonie essentielle entre la connaissance et la société est peut-être l'apparition de la catégorie de l'intellectuel. Il serait intéressant de s'interroger sur la fonction sociale et politique de l'intellectuel dans les sociétés modernes, et cela non seulement d'un point de vue sociologique, mais d'un point de vue philosophique. On s'aperçoit assez vite que l'homme de pensée, le philosophe ou le sage, s'il ressemble à l'intellectuel, n'en est pourtant pas un. Un problème important de la tradition socratique chez Platon comme chez Aristote, mais assurément plus manifestement dans le premier, est pour le philosophe de se distinguer du sophiste, auquel il ressemble à ce point qu'il en est difficilement discernable. C'est pourquoi il n'y a pas eu de trahison d'éclair, mais confusion entre idéologue ou intellectuel et philosophe. En fait, la notion d'intellectuel est une notion fondamentalement morale ou politique. L'intellectuel est toujours le champion d'une cause, alors que le philosophe, aussi étrange que cela puisse paraître de nos jours, vit en quelque sorte pour le plaisir de la connaissance. Pour le plaisir, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas autre chose, du moins en premier lieu. Cette formulation provocatrice nous permet peut-être de comprendre à quel point la vie philosophique que Strauss s'efforce de faire comprendre et partager est opposée aux tendances les plus répandues dans la modernité. La connaissance n'a pas pour fin l'amélioration de la condition humaine, mais le plaisir de la contemplation de la vérité. Il ne s'agit pas d'un moyen, mais d'une fin. Il est vrai que Strauss ne prétend jamais faire de la philosophie. Il ne veut que commenter des textes et faire bien son travail d'historien de la philosophie, tout au plus, dit-il, un amoureux de la philosophie. Mais cette humilité même, ainsi que l'exigence qu'il impose à l'historien soucieux d'exactitude historique de critiquer les opinions les plus généralement partagées de son temps, montre que son ambition est très grande. Il s'agit de comprendre la philosophie classique en elle-même, de développer ce qu'elle contient de vérité ultime contre les affirmations de la philosophie moderne et encore plus de ses vulgarisateurs. Et par conséquent de repenser la vérité déposée dans ces textes. Si l'on reconnaît que le penseur véritable est nécessairement en retrait par rapport à son temps et par rapport aux opinions qui y règnent, c'est-à-dire par rapport à la vie politique, peut-être alors concevoir un retrait plus radical aujourd'hui que celui de Strauss. Mais ce retrait, tout comme celui des philosophes classiques, n'implique aucunement un mépris du monde, de la caverne et de ceux qui y vivent. Non seulement le philosophe doit avoir souci de la caverne, afin de préserver son existence et la philosophie, mais encore il a le souci de perfectionner autant que faire se peut les autres hommes et l'organisation politique qu'ils se sont donnés.
Cependant, il faut toujours conserver à l'esprit que le kiatoya to du na to nu, ki alpha to omicron delta upsilon nu alpha to omicron nu de Platon, la tentative de soumettre autant que faire se peut la matière à l'idée, ne doit pas conduire à identifier l'idée platonicienne à la notion moderne d'idéal. L'idée est autosubsistante. L'idéal est une représentation et une invention de l'homme. La réflexion sur le meilleur régime politique manifeste le souci du philosophe pour ses semblables, puisque lui qui trouve son bonheur dans la pratique de la philosophie, il peut être heureux presque dans n'importe quel régime. Le sage ou le philosophe des anciens, dont Strauss le tâche de s'approcher et qu'il tente de nous faire mieux comprendre, est assurément une figure à laquelle la modernité ne fait pas de place. Le philosophe n'est pas compatissant. Il faut souligner les différences si l'on veut comprendre la position de Strauss. Assurément, il est un critique de la modernité. Assurément, il n'aime pas la société de masse et sa culture. Il défend une position tout à fait désuète en apparence, mais après tout n'est-il pas le temps de rompre avec la tradition du nouveau, avec l'emballement des chevaux vapeurs de la modernité? Dans un article concernant la persécution et l'art d'écrire, Strauss a écrit qu'un lecteur avait résumé l'enseignement de ce livre par les mots « Il y a de l'espoir ». Peut-être la richesse de la grande tradition dont nous sommes, que nous le sachions, nous le voulions ou non, les héritiers, ne perdra-t-elle pas? Peut-être Strauss est-il un de ces rares témoins auxquels nous pouvons nous fier pour nous cultiver véritablement. Derrière la surface d'un érudit attaché à comprendre les auteurs du passé tels qu'ils se comprenaient eux-mêmes, c'est bien à un philosophe que nous avons affaire. Il est impossible ici de rendre compte de l'extraordinaire richesse des analyses de cet ouvrage. Strauss combine une pénétration analytique très grande dans l'interprétation d'un texte avec la repensée de ce qui est pensé dans le texte. C'est pourquoi en même temps que nous nous rendons compte de l'art d'écrire de Maïmonide, de Yehuda Halevi et de Spinoza, nous pensons le problème lié à la notion de commandement rationnel, de loi de la raison ou de loi naturelle. Note sur la traduction. Nous avons fait de notre mieux pour que cette traduction soit un texte lisible en français. Si Strauss est un penseur difficile, il peut être traduit dans une langue qui ne fait pas sursauter le lecteur à toutes les pages. Cela implique simplement de tâcher de repenser le texte dans sa langue naturelle. Et beaucoup de travail et de relecture. Nous avons cependant la plupart du temps conservé la structure de la phrase de l'original. Madame Colette Sira, directrice d'études à l'école des autres études, a bien voulu transcrire le caractère hébreu et traduire l'exergue du chapitre 4. Elle a également bien voulu lire les chapitres concernant Maïmonide et Halévi, et elle nous a ainsi permis d'éviter les erreurs. Nous l'en remercions vivement. Nous avons donné la traduction de la plupart des citations en langue étrangère que l'on trouve dans les notes de l'auteur. Autant que possible, nous avons fait référence aux éditions disponibles en français. Nous avons ajouté en appendice et avec l'accord du professeur Joseph Cropsey, exécuteur littéraire de Strauss, la traduction d'un compte rendu important de Strauss paru dans les années mêmes de l'élaboration des textes de la persécution et l'art d'écrire, 1941-1948. Cet article donne en quelque sorte la présentation de ce qui serait l'analyse des textes de Platon et fournit aussi un complément utile aux analyses des penseurs juifs du Moyen-Âge que sont Maïmonide et Halévi et à l'analyse du traité théologico-politique de Spinoza. Le lecteur français disposera, lorsque notre traduction de What is Political Philosophy et de Liberalism Ancient and Modern, ce dernier ouvrage sera publié prochainement aux presses universitaires de France, seront publiés de l'ensemble des textes des années 1940 à 55, année décisive pour l'établissement de la pensée de Strauss. Cet article, publié pour la première fois dans Social Research en 1946, pages 326 à 367, n'a jamais été repris ultérieurement. Nous remercions cette revue de nous avoir permis de le publier en traduction française.